Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et notre invité ce matin, c'est Richard Panquio, le PDG de l'ILEC, le lobby des grandes marques, des industriels. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Je sais que c'est un jour compliqué parce qu'on attend dans une heure ce que va dire Gabriel Attal de manière générale et de manière particulière le plan pour répondre à la colère des agriculteurs à 4 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Et Richard Panquio, vous êtes un peu sur le banc des accusés, c'est-à-dire la grande distribution, les agriculteurs disent que finalement c'est un peu une boîte noire, les industriels de l'agroalimentaire, et que vous ne jouez pas le jeu, et que vous ne respectez pas Egalim, que vous ne rémunérez pas les producteurs, donc les agriculteurs, au juste prix. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est ce qui se dit réellement. En fait, la loi, elle impose des obligations de transparence aux industriels notamment. Des obligations de transparence qui existent nulle part ailleurs au monde. Il n'y a pas un seul fournisseur ailleurs qu'en France qui est aussi transparent que les fournisseurs français. Et dans ces options, il y a différentes options possibles. Il y a effectivement des options qui obligent les industriels à expliquer quelle est la part de la matière première agricole et comment elle est rémunérée. Donc ça, c'est une obligation légale. De mon point de vue, les industriels s'acquittent de cette obligation légale, qui encore une fois est une spécificité française. Le ministre de l'économie a parlé de un peu plus de 120 industriels qui étaient en infraction, avec au départ des enquêtes dont on n'a pas encore les résultats. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des accusations sur certains groupes qui commencent à monter ? Alors, j'ai aucun nom. Je ne sais pas s'il y a 125 industriels. Je pense qu'il y a 124 cas de figure. Ça peut être, il peut y avoir un industriel ou un distributeur qui soit concerné par 20 ou 30 contrats sur les 124. Donc, je ne sais pas combien il y a d'industriels qui sont derrière. Je crois comprendre que le point de vigilance, c'est sur le respect de ce qu'on appelle la date butoir. Parce qu'en fait, la loi française, elle est très contraignante. Et la première contrainte qu'elle impose, c'est de signer une date limite. Cette année, c'était le 31 janvier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des distributeurs, clairement, un distributeur qui ne respecte pas cette date butoir. Donc, dans les 124 cas de figure, j'espère... C'est pas le fond d'Egalim, c'est la question de date, en fait, qui a déjà été avancée dans le calendrier. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu des tensions. Alors, ça c'est sûr, parce que la date à laquelle on devait signer, oui, originellement, c'était le 1er mars. Ça a été avancé au 31 janvier. Ça a réduit la durée de la négociation. Ça a accru les tensions. Ça, c'est incontestable. Mais la vérité, encore une fois, sur la base de votre question, les 124 cas de figure, j'espère que c'est des cas de figure où effectivement la date butoir n'a pas été respectée. Et de mon point de vue, elle n'a pas été respectée, notamment par un acteur de la distribution. Alors, on n'est pas là pour instruire du tout un procès. On ne sait pas du tout. À chaque fois qu'on reçoit des interlocuteurs, soit de la grande distribution, soit des industriels, on se dit finalement il n'a pas tort ou il a peut-être raison. N'empêche qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui a regardé justement comment était appliqué notamment Egalim 1. La Cour des comptes qui dit que l'obligation pour les éleveurs et pour les industriels de signer des contrats pluriannuels n'a pas été respectée dans 80% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne respecte pas ces contrats pluriannuels qui permettent aux éleveurs, aux agriculteurs, de savoir à combien leur seront achetés leurs produits dans 2, 3, 4 ans. Alors, l'obligation la pluriannualité, c'est pas une obligation, c'est une possibilité qui a été étendue. La pluriannualité, c'est compliqué parce que ça suppose de se mettre d'accord par définition sur plusieurs années, sachant qu'on voit déjà que pour une année, c'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est que la contractualisation, elle est insuffisamment développée. Ça, c'est incontestable. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il faut le faire? Absolument. Davantage? Et encore une fois, de quoi on parle? On parle de contractualisation entre un industriel et des producteurs, puis un industriel et des distributeurs. Il y a une chaîne logique entre les deux. S'il n'y a pas suffisamment de contractualisation à l'amont, c'est un problème. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les contrats ne sont pas signés? Qui est responsable de ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc là, moi, je ne suis pas là pour instruire le procès de qui que ce soit non plus. Ce que je sais simplement, c'est que les industriels que je représente, on a une culture du contrat qui est extrêmement développée. Donc nous, on est tout à fait prêts à le faire. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre comment, parce que notamment la filière bovine est particulièrement concernée. Ça veut dire qu'il y a des deals qui se font sans trace écrite à un prix qui est quoi, oral? Alors, il y a probablement, c'est un des secteurs dans lequel probablement la contractualisation est la plus difficile. Après, quand vous discutez avec des experts du secteur, ils vous expliquent que les prix varient tous les jours, tous les 2 jours, etc. Et que c'est hyper compliqué de contractualiser. Moi, je ne suis pas un expert de cette question-là. Ce que je dis simplement, c'est que la contractualisation, elle est probablement insuffisamment répandue et qu'il faut absolument la développer et la systématiser, quelles que soient les contraintes et les difficultés. Ça, j'en suis convaincu. On avait Jacques Ressel avec nous la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, qui représente, lui, la grande distribution. Il disait, nous, Egalim, on respecte, mais parfois, on ne sait pas ce qui a été signé entre grands acteurs industriels et agriculteurs. On l'écoute et vous réagissez derrière.
Moi, pendant ce temps, ce que je constate, c'est que le premier industriel français, Lactalis, n'a pas signé avec ses producteurs, pendant ce temps a signé avec les distributeurs. Donc là, on est clairement dans quelque chose qui est contraire totalement à la loi, et alors là, on n'en parle pas. Vous accusez Lactalis de ne pas faire son boulot prévu par Egalim avec les producteurs. Nous, ce qu'on propose tout simplement sur tout ça, c'est qu'on n'ait même pas le droit de négocier. Et Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a exactement la même position. Je l'ai dit au ministre l'autre jour. Quand on n'a pas négocié avec les agriculteurs, on ne doit pas avoir le droit de négocier avec les distributeurs. Voilà, Jacques Ressel qui dit effectivement que lui, il n'a pas de visibilité, lui, grande distribution, sur ce que vous signez avec les producteurs. Il cite Lactalis, qui depuis d'ailleurs a augmenté de 15 centimes le prix du litre de lait. On pourrait parler aussi de Savencia, parce qu'il n'y a pas de raison de fustiger un seul industriel. En fait, le point sur lequel je suis complètement d'accord, et c'est le point qu'on a évoqué précédemment, c'est qu'il y a une chaîne logique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes industriel, vous êtes au milieu d'une chaîne. En amont, vous avez des producteurs. En aval, vous avez des distributeurs. Il est logique que quand vous allez discuter avec un distributeur, vous ayez contractualisé avant à l'amont. Le problème qu'on a cette année, c'est qu'on a avancé le calendrier des négociations. On l'a avancé de 6 semaines pour certains, de 4 semaines pour d'autres. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3 mois de négociation, vous êtes retrouvé avec 6 semaines ou 8 semaines. Ça a réduit considérablement. Et qu'on n'a pas fait évoluer le calendrier des négociations amont de la même façon. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand les industriels ont envoyé leurs tarifs pour négocier avec les distributeurs, la plupart du temps, ils n'avaient pas finalisé les contrats en amont avec les distributeurs, avec les agriculteurs, pardon. Et c'est ce décalage, en fait, cette année, qui crée des tensions particulières. Donc effectivement, on a des cas de figure où il y a des hypothèses qui ont été prises, alors que les industriels n'avaient pas forcément contractualisé avec les producteurs en amont. Tout ça est juste une question de calendrier. Quand on vous écoute, on se dit c'est pas une question de tension dans les négociations, c'était juste une question de date. Alors bien sûr qu'il y a de la tension. Il y en a toujours eu, et cette année, il y en a eu particulièrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été aidé par le schéma législatif et par l'anticipation des négociations. Ça, c'est clair. On n'a pas été non plus aidé par le fait qu'un certain nombre de distributeurs ont décidé qu'on ne négociait plus en France, mais on négociait en Espagne, aux Pays-Bas. Et ça crée des achats européennes. Ouais, et ça crée quand même des difficultés objectives. C'est-à-dire, pour la première fois, vous discutez avec des gens que vous ne connaissiez pas la semaine précédente, quoi. On voit que vous êtes de bonne volonté. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Là, le gouvernement va annoncer des choses. On va le savoir d'ici 1 heure. Qu'est-ce que vous proposeriez, justement, pour qu'on avance un peu, pour qu'il y ait plus de transparence sur toute la chaîne de négociation des contrats entre agriculteurs, industriels et grande distribution ? Vous savez, je pense que la première chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de faire un bilan. En fait, moi, je voudrais qu'on fasse un bilan, parce qu'on parle... La Cour des comptes l'a fait, le bilan, il y a 1 semaine. Mais vous parlez des Galim 1. Oui, en fait, mais... je ne veux pas être trop technique, mais la vérité, c'est que ce qui intéresse les producteurs, c'est la protection de leurs revenus. Le revenu, il est traité par Egalim 2, qui est un texte de loi qui a 2 ans. En fait, on en est à seulement notre 3e campagne de négociation sur la base de ces textes-là. Donc je pense qu'il faut déjà en faire l'analyse, l'exégèse et le bilan. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de davantage de transparence. J'ai aucun doute là-dessus. Simplement, il faut pas oublier une chose, c'est que les industriels sont aussi concurrents des distributeurs. Et donc les distributeurs nous demandent un niveau de transparence qu'on ne pourra pas leur donner, puisqu'on leur donnerait en fait un accès à nos comptes. Avec leur marque distributeur. Exactement. Donc c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, ils sont à la fois distributeurs des marques, mais ils sont aussi donneurs d'ordre sur les marques de distributeurs. Et donc vos concurrents ? Et donc, ils sont nos concurrents directs. Et vos clients, parce qu'ils vous achètent souvent les marques distributeurs. Absolument. Et donc, la difficulté là, c'est qu'il y a un point d'équilibre à ce niveau-là qui est difficile à trouver. Maintenant, encore une fois, la transparence, elle est indispensable. Il faut qu'on aille plus loin. La contractualisation amont qui précède la contractualisation aval, il faut aller plus loin. Mais j'insiste là-dessus. Quand vous avez des gens qui négocient à l'étranger et qui vous disent « je n'appliquerai pas le droit français », comment voulez-vous que l'on soit transparent ? Mais qui fait ça ? Parce qu'eux disent qu'ils ne le font pas et que le droit français s'applique. Non. Que Egalim s'applique. Dites non. Alors, j'ai 3 cas de figure. Il y a 3 enseignes qui négocient à l'étranger cette année. Il y en a qui négocient depuis plus longtemps que d'autres. Il y en a 2, Système U et Carrefour, qui ont dit on applique les droits locaux. Hollandais d'un côté, espagnol de l'autre, mais qui ont fait des efforts pour respecter, par exemple, la date butoir. Alors on espère qu'ils respecteront de la même façon les textes Egalim, etc. Mais au moins, ils ont fait des efforts pour respecter cette date butoir. Il y en a un 3e, je suis désolé, il s'appelle Leclerc. Il dit moi j'applique le droit belge, il applique le droit belge. Donc aujourd'hui, on a plein d'accords qui ne sont pas signés, alors que la date butoir, elle était au 31 janvier, parce que Leclerc applique le droit belge. Encore une question, on passe de l'agroalimentaire au shampoing et aux lessives, avec des Crozailles qui s'appliquent à partir du 1er mars et qui interdit les grosses promotions dans ce secteur-là. On ne pourra plus avoir de lessive pour le prix d'une, on ne pourra pas avoir moins que 30%. Limité à 34% les promos, c'est une bonne nouvelle pour vous, une mauvaise pour le consommateur ?
Alors c'était une très mauvaise nouvelle, ce système, pour les industriels, il n'y a aucun doute là-dessus, et je ne pense pas que ça soit une bonne... Le fait que les promos aient été reportés sur ces produits-là. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a encadré les promotions en alimentaire il y a 4 ans. Du coup, par effet de bord, les distributeurs se sont précipités pour faire des promotions absolument aberrantes et pour faire financer des promotions parfaitement aberrantes sur des produits non alimentaires sur lesquels il n'y avait pas d'encadrement. Quand vous regardez les marges de Procter ou Unilever, ça va. Ça n'a pas entraîné une baisse drastique de leurs profits. En tout cas, ça n'a pas entraîné non plus une progression des marchés, ça n'a pas entraîné une dynamisation des volumes, ça n'a pas entraîné... En fait, c'est des marchés qui continuent de s'écrouler progressivement. Et en fait, ce dont on parle, c'est quoi? C'est d'interdire des promotions aberrantes. C'est pas les grosses promotions, c'est des promotions aberrantes. Qui peut croire que quand vous achetez à 80% de réduction, c'est pas vendu en fait à perte par l'industriel? Qui peut croire quelle est la valeur d'un produit dont vous donnez 80%? Donc en fait, c'est vraiment aberrant ces promotions-là. Ce qu'on essaye de faire avec une disposition comme celle-là, c'est de répartir les efforts. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les promotions, le plafond de 34%, il y a 87 familles dans les produits d'entretien. Il y en a 8 sur lesquels ce plafond est défacé. 8 seulement. Ça veut dire qu'il y en a 79 sur lesquels il y a matière à faire plus de promotions qu'avant. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer entre les familles de produits des détergents. Juste un mot sur les résultats Carrefour. J'ajoute un point, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels dans ces secteurs des détergents qui ont anticipé évidemment la baisse des promotions au 1er mars et qui donc ont baissé leurs tarifs dans les négociations qui sont en train de se finaliser ou qui ont été terminées au 31 janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur parce que ça veut dire que des baisses de prix qui étaient accordées en promotion vont être accordées en fond de rayon, à partir du moment où effectivement les baisses accordées par les industriels sont répercutées dans les prix consommateurs par les distributeurs. Carrefour, merci, pardon. Juste un mot sur Carrefour quand même, qui a publié ses résultats hier, des résultats en hausse de 10%. Ils ont expliqué aucun impact d'avoir sorti les produits de PepsiCo qui ont été déréférencés avec des messages en disant les hausses de prix demandées sont trop fortes, donc nous sortons ce produit des rayons. C'est quand même un problème pour les marques que vous représentez. Vous représentez notamment PepsiCo. Alors en fait, je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Alors de deux choses, parce que ce que j'ai cru voir, c'est qu'en fait, dans le même temps, le porte-parole de Carrefour disait, en fait, on avait toujours des stocks, donc on a continué à vendre. Alors si c'est ça, effectivement, il n'y a pas de sujet. Si le sujet, c'est de dire, j'avais plus de produits en rayon et il ne s'est rien passé pour moi, ça en dit long sur le rapport de force entre PepsiCo et Carrefour. Et donc les mêmes distributeurs qui vous disent, ah ben non, on ne peut pas discuter avec des grands industriels multinationales, sont en train de vous dire, on peut s'en passer sans problème. Je ne sais pas si pourrait se passer de Coca en revanche. Si on me cite toujours Coca, après vous pouvez me citer Nutella et Ricard. Puis après, j'attends la liste.